Les accords d'Évian sont donc signés le 18 mars 1962, mais ce ne sont pas de vrais accords internationaux, parce que l'Algérie n'est pas encore un État indépendant et souverain, contrairement aux prétentions du GPRA. Ces accords contiennent deux séries de documents. D'abord, un cessez-le-feu et ensuite une série de déclarations générales engageant le gouvernement français et le FLN. D'abord, la déclaration générale concernant la période transitoire. Il y a une période définie entre 3 et 6 mois jusqu'à ce que le peuple algérien ratifie l'indépendance. Et bien, au cours de cette période, l'exécutif algérien sera réparti entre un exécutif provisoire musulman qui gérera les affaires courantes et un haut commissaire français pour tout ce qui est régalien, sécurité et défense. Ensuite, une loi d'amnistie garantira l'impunité pour tous les actes délictueux commis jusqu'à la date du cessez-le-feu, par la partie française comme par la partie algérienne. Ensuite, les colons français se voient garantir leurs droits civiques. Ils pourront encore voter. Et au bout de 3 ans, ils vont devoir se déterminer sur leur nationalité. Est-ce qu'ils adoptent la nationalité française finalement ou la nouvelle nationalité algérienne? Surtout, leurs droits de propriété seront garantis. Et ça, c'est un élément important des accords. En matière économique, l'Algérie s'engage à respecter les droits acquis des personnes physiques ou morales françaises. Elle s'interdit donc toute spoliation. De son côté, la France fournira une aide économique et un soutien technique, scientifique, culturel et monétaire. Au sujet du pétrole saharien, l'Algérie s'engage à réserver aux sociétés françaises une sorte de privilège pendant 6 ans. Donc ces sociétés françaises pourront exploiter plus facilement le pétrole saharien. Et bien sûr, les droits acquis des sociétés pétrolières françaises, acquis avant l'indépendance, seront toujours reconnus par l'Algérie. Au plan militaire, la France retirera ses troupes en 2 ans, sauf les bases navales de Mers el-Kébir et la base aérienne de Bousfer qui seront concédées pour 15 ans. La France continuera ses essais nucléaires au Sahara pour 5 ans. Les Français sont appelés aux urnes le 8 avril 1962 pour autoriser le président de la République et le gouvernement français à mettre en œuvre le contenu des déclarations. Le oui l'emporte avec 90% des suffrages exprimés et même 65% des inscrits, ce qui constitue un désaveu cinglant pour l'OAS. Cette organisation de l'armée secrète va donc multiplier les actions terroristes pour protester contre ce référendum, et le général Salan va même échafauder un plan d'insurrection générale en Algérie pour essayer de faire capoter les accords. Mais son opération sera un fiasco et il sera même arrêté le 20 avril. Le FLN, de son côté, va lui aussi largement renier ses engagements. Son armée de libération nationale devait, d'après les accords, figer ses positions au 19 mars. En réalité, il n'en sera rien. L'ALN va recruter massivement des terroristes pour mener des attentats et surtout une quantité d'enlèvements de civils musulmans comme français. On estime que près de 3200 civils seront enlevés au cours de l'année 62, dont 1800 seulement seront libérés. Et puis les supplétifs de l'armée française, ceux qu'on appelle en particulier les harkis, seront notamment visés par des exécutions sommaires, des enlèvements, des attentats divers et variés. En principe, le FLN voulait attendre la fin de la période transitoire avant de lancer les hostilités contre ceux qu'elle considère comme des traîtres. Mais en réalité, dès le 19 mars, on retrouve déjà des exactions. Les accords ne tiennent donc qu'à un fil, d'autant plus que le 27 mai, le Conseil national de la République algérienne se réunit à Tripoli pour considérer que ces accords sont un signe de néocolonialisme et qu'après tout, l'Algérie n'a pas besoin de l'aide de la France. Mais sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. Les cadres français, les ingénieurs français partent massivement pour la France et les Algériens sont incapables de les remplacer. Tout cela plonge l'Algérie dans le chaos. Et le 27 juin, un certain nombre de ministres du gouvernement algérien décident de démissionner pour protester contre la politique décidée à Tripoli. Mais toutes ces péripéties n'empêchent pas le peuple algérien de se prononcer. Et le 1er juillet 62, il valide les accords d'Évian par un référendum remporté avec 99,72% des suffrages. C'est donc une victoire pour le général de Gaulle. Mais la fin de la période transitoire,
signifie pour le FLN les mains libres pour massacrer les Harkis, et c'est ce qui sera fait notamment à Oran du 5 au 7 juillet. Les Harkis sont donc en danger. Les accords d'Évian stipulaient l'interdiction d'empêcher tout Algérien de venir en France ou de forcer tout colon à quitter l'Algérie. Ça devait protéger à la fois les Harkis et les colons. Mais malgré cela, et malgré le danger que courent les Harkis, le gouvernement français n'autorise leur venue en France qu'au compte-gouttes. En fait, le ministre Louis Joxe craignait non sans raison que ces Harkis ne se joignent à l'OAS pour mener une guerre civile en France. En fait, pour De Gaulle, les Harkis n'étaient pas de véritables Français, sauf ceux qui avaient renoncé à leur statut personnel musulman. Ceux qui venaient en France étaient pour lui non des rapatriés, mais au mieux des réfugiés. Il n'était pas question de les accueillir sans condition. Et ceux qui ne réussissaient pas à s'assimiler totalement à la société française avaient vocation naturellement à retourner en Algérie. Et cette opinion était parfaitement partagée par le Premier ministre Pompidou comme par l'ensemble du gouvernement. À propos du statut personnel, on pourra toujours objecter que le général de Gaulle lui-même, dans son ordonnance du 7 mars 1944, vous pouvez voir ma vidéo précédente, avait accepté ce principe particulier, c'est-à-dire donner aux musulmans la plénitude de leurs droits civiques, tout en leur réservant la possibilité d'une application différenciée des droits civils, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à la loi islamique. Mais on était dans un contexte tout autre. À l'époque, en 1944, personne ne doutait d'une intégration future totale de l'Algérie à la France. Et cette situation particulière n'était que transitoire, elle avait vocation à disparaître, et les statuts civils avaient vocation à s'égaliser. Aujourd'hui, nous sommes en 62, l'Algérie a obtenu son indépendance, donc les deux peuples ont recouvré leur pleine distinction. Il n'y a plus lieu de conserver cette ambiguïté dans les statuts civils. Et en déniant la qualité de français à part entière aux Harkis, en fait, De Gaulle ne fait que suivre parfaitement sa logique. Mais De Gaulle ne porte pas non plus les colons français en haute estime. Il dit à leur sujet au journaliste Jean Tournou, en avril 62, « Ce ne sont pas des Français, ils ne raisonnent pas comme nous, ce sont des gens d'un Dominion, d'un Canada. » On distingue bien ici les racines idéologiques d'un De Gaulle. En fait, il n'aime pas vraiment la colonisation. Ah, bien sûr, elle est prestigieuse pour la France, mais au fond, il sait bien qu'elle est la fille d'une humiliation française à Sedan en 1870. Et elle avait surtout pour objet de servir la bourgeoisie d'intérêt autour d'un Jules Ferry. Et en ce sens, on sent que De Gaulle est assez proche de Charles Maurras. Mais fermons notre parenthèse et retournons à l'Algérie. Le 16 novembre 1962, contre les intérêts des colons, il déclare « Je l'ai toujours pensé, la coexistence entre les communautés n'est pas possible. Elle est contre nature. Le moment est venu de rapatrier les Français. » Et un peu plus tard, il ajoute, sur le ton de la plaisanterie, « Je préférerais qu'ils s'installent en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. » De Gaulle leur reproche leur soutien actif à l'OAS. Et contre l'avis de Perfit, il considère qu'il est hors de question que la France les aide financièrement. Ils ont déchaîné la violence. Et après ça, ils sont étonnés qu'elle leur revienne en plein visage. Alors, ils se sont précipités sur les bateaux et les avions comme des moutons de Panurge. N'essayez pas de m'apitoyer. Cette page m'a été aussi douloureuse qu'à quiconque. Mais nous l'avons tournée. C'était nécessaire pour le salut du pays. On le comprendra plus tard. Un peu plus tard, ils se demandent « Une indemnisation ? Mais pourquoi ? La nation ne leur doit rien. » L'Algérie indépendante, bien sûr, va massivement pousser les pieds noirs au départ et massivement les spolier de leurs biens, contrairement à ce qui était prévu dans les accords. Mais De Gaulle sait bien qu'une réaction trop forte de la France risquerait d'envenimer la situation et d'entraîner la reprise des hostilités avec l'Algérie. Et il sait très bien qu'une guerre renouvelée serait avant tout préjudiciable aux Harkis comme aux colons, donc ni l'un ni l'autre n'y ont intérêt. De plus, la remise en cause totale des accords d'Évian signifierait hypothéquer l'exploitation du pétrole sahérien par les entreprises françaises. Donc De Gaulle considère que de l'intérêt de la France, il n'y a pas de raison de relancer les hostilités.